Merci Christine. Déjà merci à la Maison des Métallos de nous accueillir aujourd'hui et demain pour la première édition du Festival des idées Paris, organisé par l'Université Sorbonne Paris-Cité. Donc voilà, c'est un nouveau festival avec la thématique cette année, c'est Être machine. Donc on voulait entendre cette thématique de plusieurs manières, pas uniquement du côté de l'intelligence artificielle, des robots, des technologies, mais aussi poser la question finalement, en quoi sommes-nous peut-être déjà des machines alors, un petit peu aussi l'idée de décaler, de poser des questions un petit peu de manière différente, c'est un petit peu l'objectif qu'on cherche à atteindre avec le Festival des idées. D'où justement l'envie de vous proposer cette conférence ce soir avec Alain Damasio et animé par Thierry Keller de la revue Uzbek Erika qui est partenaire du Festival des idées. Bonsoir à tous. Merci de ce petit mot chaleureux. Alors oui, je suis Thierry Keller, je suis le directeur de la rédaction du magazine Uzbek Erika qui peut-être vous connaissez, qui est un magazine qui s'intéresse à l'avenir, au futur et qui explore le futur, les futurs. Et je suis extrêmement content aujourd'hui de pouvoir discuter en live avec Alain Damasio qui irrigue beaucoup notre travail. Je lui disais tout à l'heure un petit peu en rigolant, mais c'était quand même sérieux que quand on a un problème et quand on ne sait plus vraiment quoi penser, on se dit mais que pense Alain Damasio? Et donc je trouve que on est là pile dans le sujet de être machine. Alors, et si je lis l'intitulé du soir, c'est un intitulé qui est un petit peu alambiqué et on va essayer de le démêler ensemble, Alain. Pourquoi a-t-on peur de ne pas être des machines? Moi, je me disais plutôt qu'on aurait peur d'être des machines. Mais alors, de ne pas en être, on va revenir un petit peu sur tout ça. D'autant que ce qui est très intéressant, on a le sentiment depuis quelques années, et ça s'accélère, on est vraiment d'ailleurs dans un monde d'accélération, on a le sentiment que la science-fiction rejoint la réalité et vice-versa, que finalement tous les imaginaires du futur ont fini par coïncider avec ce qui est en train de se passer, que ce soit quand on lit Kadik, quand on regarde d'ailleurs ce qui en a été tiré avec Minority Report ou un petit peu avant avec Blade Runner, le film Her, il y a tout un tas comme ça de la série Black Mirror. On est là finalement plongé dans une sorte de science-fiction hyper présente qui pose la question de notre rapport à la technologie, à la machine au sens large. Non seulement notre rapport avec la machine et avec la techno, mais en plus de ça, la potentialité de devenir, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, des machines nous-mêmes. On a ici au premier rang un vieux camarade aussi du Uzbek Erika, je me permets, Marc Roux de l'Association française de transhumanisme. Donc je crois qu'on n'a jamais autant parlé de cette histoire de transhumanisme, de la fusion entre l'homme et la machine. Donc on va aborder beaucoup de questions ce soir. Et je vais compter sur toi justement pour les clarifier, les rendre peut-être un peu plus rationnels. Évidemment, c'est pas que un dialogue devant vous qui nous écoutez sagement. Vous avez le droit et voire l'obligation de poser des questions. Je crois qu'il y a un petit micro qui est prévu à cet effet. L'idée, c'est que ça dure 1h30, donc on se laisse un peu tranquille vers 21h35, 40. Mais il y a au moins une demi-heure, voire peut-être plus. C'est un peu tranquille, c'est un peu voilà, on n'est pas à l'école. Donc vous pouvez poser les questions que vous voulez. Moi, la première que j'ai envie de te poser, Alain, peut-être, c'est ce rapport un peu à la schizophrénie, au regard de notre rapport à la technologie. Et on parlait dans cette manière de caractériser la schizophrénie ambiante du GPS. Quand on vient... quand on vient ici, rue Jean-Pierre Tarbour, on se dit bon, c'est où? Je suis sur le GPS comme ça, et quand on arrive à bon port, on se dit ok, merci là-haut. Il paraît qu'il faut 3 GPS pour nous trianguler, pour nous attraper à 5 mètres près. Et est-ce que justement on n'est pas dans un moment historique où on est à la fois totalement dépendant de nos machines, on en est conscient et en même temps on en est heureux? Ouais, carrément. Bon, déjà, moi, je démarrais en disant, voilà, moi je viens avec, et je trouve que c'est important de le préciser, je viens avec un statut hautement éminent de bâtard, quoi. C'est-à-dire que, en tant qu'auteur de science-fiction, on est des gens qui sont des espèces d'orpailleurs des tendances actuelles et futures. C'est-à-dire qu'on a un tout petit côté
sciences dures, on a un côté sociologue, philosophe, anthropologue, etc. On s'alimente un peu à toutes les sources, mais on s'alimente mal, on s'alimente de façon partielle et partiale. Et surtout, on parie énormément sur des sortes de phénomènes intuitifs, quoi. Voilà, moi, je crois beaucoup à l'intuition, je crois beaucoup dans une société qui est saturée d'informations et infobèse, comme on dit, que la seule façon d'essayer de s'y repérer, c'est de parier à 2-3 moments sur des intuitions fondamentales. Donc, ce soir, vous allez m'entendre parfois être péremptoire ou raconter des choses comme si tout d'un coup j'avais la science infuse ou réfléchi pendant 27 ans à tout ça. C'est évidemment pas le cas. Et ce que je vais vous envoyer, ça va être surtout des perches, des pistes, des trouées, des salves, en essayant d'appuyer comme ça sur ces intuitions et en mariant des éléments un peu bâtards qui viennent de partout. Moi, j'adore Rimbaud quand il dit voilà, on est des bâtards, des nègres. Et ce statut est très important et je revendique un peu ce statut de bâtard aussi parce que la catégorisation, notamment des chercheurs dans des spécialités trop fermées, fait qu'on s'interdit souvent de penser en transversal. Et pour penser en transversal, et on a besoin de penser en transversal et on a besoin de cette polyvalence, il faut accepter de sortir de son cadre, il faut accepter de sortir de ce qu'on sait et d'essayer de penser à la limite de ce qu'on sait, quitte à dire des grosses conneries. Donc vous m'excuserez, j'en dirai beaucoup ce soir, mais ça me paraît important. Alors sur la technologie, moi tu prends l'exemple du GPS, moi j'aime beaucoup cet exemple parce que c'est typiquement pour moi, ça pose typiquement l'enjeu numéro 1 des technologies aujourd'hui, c'est-à-dire de dire, voilà, on me propose un GPS, c'est-à-dire qu'on me propose un pouvoir, on me propose quelque chose qui va me permettre de m'orienter dans l'espace, et notamment dans une ville, et qui va m'amener d'un point A à un point B sans que j'ai besoin de réfléchir, de me situer, de m'orienter, etc. Et effectivement, c'est absolument fascinant parce que l'orientation, ce n'est pas quelque chose de complètement naturel chez l'être humain. Ça demande des efforts, ça demande une documentation. Avant, ça demandait des cartes. Et aujourd'hui, on a désintermédié complètement tout ça, on a zappé tout ça. Il suffit de regarder le smartphone, de suivre le GPS, et même le GPS peut vous guider à la voie, et il vous amène devant la maison des métallos. Et là, on touche le point clé pour moi, qui est de dire, est-ce que ce pouvoir qu'on me donne, est-ce que cette espèce de faculté de faire à la machine quelque chose, ne me retire pas en même temps une forme de puissance personnelle. Ce que j'appelle la puissance, moi, c'est vraiment au sens spinoziste, c'est-à-dire la puissance, c'est la faculté de faire moi-même directement quelque chose avec mes propres capacités internes d'être humain, c'est-à-dire ma capacité à créer, à innover, à éprouver quelque chose, à l'écouter, à m'orienter. C'est-à-dire toutes les capacités cognitives qu'on a, c'est-à-dire hiérarchiser l'information, la classer, réussir dans l'espace, effectivement, à se situer. Et du coup, on est dans cette schizophrénie permanente, c'est-à-dire qu'on a envie de se laisser happer, de se laisser vampiriser, de se laisser aspirer par le pouvoir que nous donnent ces technologies. Et en même temps, on sent bien, ou on ne sent pas, malheureusement, que ça nous pompe, quoi, ça nous siphonne effectivement une partie de cette puissance qui fait la beauté, pour moi, du fait d'être un homme, c'est-à-dire cette faculté de faire directement. Voilà. Donc je pense qu'on est constamment effectivement entre ces deux mouvements, et même au niveau social, c'est-à-dire quand tu vois le mouvement des faiseurs, ce qu'on appelle les makers, c'est-à-dire ce retour à un bricolage direct qu'on voit dans les Fab Labs, dans les hackerspace, dans les espaces de coworking, c'est-à-dire tous ces tiers-lieux où on vient pour faire directement les choses, pour monter des machines soi-même, faire pousser des plantes, imprimer avec une imprimante 3D, faire des modèles, etc. Tu sens bien que la technologie est aussi une envie profonde d'empoigner, de faire soi-même. Mais très souvent, et là c'est le technocapitalisme qui nous amène à ça, le technocapitalisme, ce qu'il veut nous vendre, c'est du pouvoir. Et la fascination du pouvoir et l'envie du pouvoir, cette espèce de petite économie de désir où on va aller outiller au maximum nos paresses. Donc c'est un premier critère de méfiance et en tout cas d'analyse de la technologie qui pour moi est clé. Et en plus j'ai envie de dire, ça venait de quelque chose qui m'exaspérait constamment dans les discussions sur la techno, qui était cette espèce de tarte à la crème absolue, de dire voilà la technologie, oulala, la technologie, de toute façon la technologie globalement c'est neutre, tout dépend de ce qu'on en fait, quoi, tout dépend des usages qu'on en a, quoi. Et ça, je trouve que c'est un pur scandale de penser de cette façon-là, parce que ça ne dépend pas uniquement des usages. La technologie elle-même n'est absolument pas neutre. La technologie, dans son essence même, est une volonté de maîtrise, d'appropriation du monde, de quadrillage, de contrôle. Donc c'est une volonté d'arraisonner le monde. Et c'est un rapport particulier au monde. La contemplation n'est pas une volonté d'arraisonner le monde. L'écoute n'est pas une volonté d'arraisonner le monde. La poésie non plus. Mais la technologie a cette volonté de préhension
comme ça sur la matière, sur le réel, sur les choses. Et du coup, ça, c'est absolument pas neutre. C'est corrélé en plus à des volontés performatives liées au capitalisme, etc. Et puis même, juste deux, trois petits mots là-dessus, mais comment on peut dire qu'une technologie ou même qu'un développement technologique est neutre quand on sait que toute technologie sort de programmes de recherche, que tout programme de recherche vient de crédits de recherche, vient d'un financement préalable, qu'il soit public ou privé, et que ce financement, évidemment, il obéit à des visées soit commerciales, soit politiques qui sont fortes et qui vont informer et diriger le sens même des recherches qu'on va faire, quoi. Donc les technologies qu'on nous sort aujourd'hui, elles sont déjà en quelque sorte préemptées ou prédirigées vers des usages qu'on leur suppose et qui vont normalement faire gagner des milliards de dollars aux boîtes qui les financent, ou en tout cas permettre à des gouvernements de mieux nous gouverner, de mieux nous sécuriser, de mieux nous cadrer. Donc il n'y a aucune espèce de neutralité dans la construction et l'élaboration des technos. Il faut en être absolument conscient, quoi. Et ensuite, dernier point, et je finirai là-dessus, parce que si je réponds un quart d'heure chaque question, on va pas s'en sortir. Mais troisième point, c'est qu'une technologie, une fois qu'elle advient, elle va modifier complètement notre rapport au monde. Et aujourd'hui, on est dans des types de machines, si on parle des machines, c'est plus des marteaux, c'est plus des machines de première génération qui est, voilà, vous prenez un marteau, vous pouvez taper sur un clou avec ou ne pas taper sur un clou avec, et une fois que vous avez posé le marteau, il ne va rien changer à votre existence. Aujourd'hui, on est dans des machines-mondes, quoi. Voilà, un jeu vidéo, c'est une machine-monde. Le réseau Internet, c'est une machine-monde. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur de la machine. Voilà, et on vit, on circule, on pense, on drague, on séduit, on s'informe, etc. à l'intérieur d'une machine-monde. Et donc, on ne peut plus considérer que, voilà, c'est neutre, on ne peut plus considérer... Moi, je n'ai pas de portable, par exemple, je ne peux plus considérer que je prends ou je ne prends pas le portable. Le fait de ne pas prendre un portable ne m'absout pas du fait que je suis dans une société où être joint et joindre est une norme partagée par 98% de la population. Voilà. Et en n'étant pas joignable ou en n'étant pas quelqu'un qui joint n'importe qui, n'importe quand, je me sors d'une grande partie de cette sphère sociale de la communication. Donc ça, c'est pas neutre. Et ça me préexiste. Et ça, c'est un monde qui a été posé par cette technologie qui est arrivée, quoi. Voilà.